Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Onus Traianus. Elles sont réalisées en coopération avec le parcours informatique et management de l'IAE Paris-Est pour une étude donc, qu'ils vont réaliser autour de ce jeu. Ils m'ont donc proposé de faire quelques vidéos autour de cette simulation historique pour leur montrer les règles et comment on joue, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune rémunération ni aucun placement produit dans cette vidéo. Eh bien nous allons commencer avec un format un peu particulier, comme vous allez le voir. Toutes ces vidéos vont être placées dans une playlist et ce sont des vidéos courtes qui montrent quelques points de règle. La phase de mêlée. Elle obéit à une séquence particulière comme la phase de tir à distance. Tout d'abord, on va tirer un événement grâce aux cartes événements. On va lancer les dés, on va vérifier les dégâts, on va vérifier le moral et ensuite on va gérer la fuite. On va voir ça dans les détails. Si on reprend nos cartes d'armée, vous avez vu que la flèche et le petit arc indiquaient l'attaque à distance, et bien cette fois-ci on s'intéresse à l'épée qui indique donc l'attaque au corps à corps avec toujours deux valeurs. La première donc à rajouter à votre jet de dés, c'est la force, et la dernière ici pour les dégâts. Ici on a un 4-4 et là nous avons un 3-3. On utilise bien sûr des dés. Tous les combats au corps à corps ont lieu donc dans cette phase de mêlée, à la fois ceux qui ont commencé après une charge dans le même tour, ou bien ceux des unités qui ont déjà été engagées en combat au tour précédent et qui donc n'ont pas terminé leur combat et sont toujours au corps à corps. C'est toujours le joueur actif qui décide de l'ordre des combats, dans quel ordre les combats vont être résolus, et il est toujours considéré comme l'attaquant, même lorsqu'un combat a été initié par un adversaire. Enfin, le combat au corps à corps n'est qu'entre deux unités. Si une unité est engagée dans un combat avec deux ennemis ou plus, elle combattra chacun des ennemis individuellement, l'un après l'autre. Nous allons donc nous intéresser à cette séquence. Tout d'abord, l'événement. Donc nous allons imaginer que ces deux, on va prendre quelque chose de simple, ces deux unités sont au corps à corps. Premièrement, c'est la phase d'événement. Nous tirons une carte événement de ce paquet qui a été donc mélangé, n'oubliez pas qu'il faut le mélanger. On tire une carte et on lit l'événement. Les événements sont ici, là nous avons les ordres. Donc là on s'intéresse aux événements, on voit deux petits symboles qui sont là. Cet événement aléatoire doit être donc résolu pendant l'attaque. Ici les deux symboles, si on a juste le symbole épée, eh bien il s'adresse à l'attaquant. Si on a le symbole bouclier, il s'adresse au défenseur. Ici on a les deux, donc les deux sont impactés par cet événement qui est pas de quartier. Donc en fait ici il y aura un double tour de combat pour les deux, attaquant et défenseur, et on ne fera pas on fera un test de morale à chaque tour. Par contre on ne tirera pas un autre événement aléatoire. Nous devons ensuite, si on le souhaite, le joueur peut jouer un événement de sa main. Donc par exemple, on va dire que l'attaquant est là, le défenseur joue cette carte, défense forte défense, et l'attaquant, lui, peut jouer cette carte, par exemple, avec une attaque furieuse, et vous voyez qu'il y a donc ici des modificateurs, donc un +2, +3 à l'épée, mais un -1 au bouclier. Une fois les événements joués, on va passer donc à la résolution du combat. Donc il y a plusieurs types de combats au corps à corps. Tout d'abord le simultané, donc c'est le combat standard que nous avons ici et que nous allons démontrer. Les blessures infligées après les jets de dés sont appliquées à l'attaquant et au défenseur en même temps, et une fois que les deux ont lancé leurs dés, eh bien le combat s'arrête. On vérifie ensuite le moral par l'unité qui a reçu le plus de blessures dans ce combat, peu importe le nombre qu'elle avait auparavant, et en cas d'égalité, les deux.
Donc même si j'ai par exemple déjà une blessure ici, mais que j'arrive à infliger 2 blessures là, et lui m'inflige simplement une blessure, eh bien c'est lui qui fera le jet de dés d'abord de morale, puisqu'il aura reçu le plus de blessures pendant ce tour-ci. Le deuxième type de combat, c'est l'attaque prioritaire. Diverses formations spéciales ou des événements ou des avantages de terrain vont donner la priorité d'attaque à une unité. Cette unité prioritaire attaque en premier, même s'il s'agit du défenseur. Dans le combat prioritaire, il y a une particularité. Une fois les événements résolus, l'unité prioritaire effectue l'attaque et applique les blessures. Si des dommages se produisent, l'unité touchée doit passer un contrôle de morale, et si l'unité est toujours en vie et ne fuit pas, après cette attaque prioritaire, elle attaquera alors à son tour, en appliquant les pénalités générées par la première attaque. Une fois les blessures infligées, on les compare, et si nécessaire, des contrôles de morale seront effectués. Vous comprenez donc que grâce à cette attaque prioritaire, l'unité qui subit cette attaque peut passer jusqu'à 2 contrôles de morale dans un seul combat. Enfin, dernière forme de type de corps à corps, eh bien, le corps à corps simple, c'est la capacité spéciale Sarissas qui permet à une unité d'effectuer une attaque dans leur premier combat avant de s'être engagée lorsque la phalange est active. Donc elle ne reçoit pas en retour une attaque de son adversaire. Si une unité avec une attaque prioritaire se bat contre une unité avec une attaque unique, eh bien le combat prioritaire se produit, mais ce sera l'unité avec une attaque unique qui agira comme une unité prioritaire. On passe au dé maintenant. Donc résolution du combat. Donc ici nous avons 2 unités. Alors on va ignorer pour l'instant les événements pour pas trop vous embrouiller. Donc on a ici 2 unités qui sont venues. C'est celle-ci qui attaque, hein, c'est l'unité, on va dire que c'est l'unité active. Elle a chargé et elle attaque. Donc on va déterminer les dés comme pour le combat à distance, afin de voir combien de dés sont jetés. Donc pour le combat au corps à corps, on compte toutes les sections frontales, à la fois les marqueurs de la carte et des sections enveloppantes que l'attaquant oppose donc à son défenseur. Et on lance un dé pour chaque section de l'attaquant. Le défenseur, lui, lancera le même nombre de dés. Donc ici c'est simple, 1, 2, 3, 4 sections, 4 dés. À présent, imaginons que je sois positionné comme ceci, et que j'ai donc, avant d'arriver, j'ai cette configuration. Voilà, j'ai chargé pendant mon mouvement, je suis arrivé comme ça au contact. Donc il s'est passé la chose suivante, ici. Là, n'oubliez pas qu'il y a une section qui va venir là, et la section déployée ici, étendue, va venir là. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'attaquant lancera donc 6 dés. Avant de lancer les dés, on regarde bien les capacités spéciales. Donc ici, elles ont les mêmes, ce sont des légionnaires, hein, légionnaires romains, légionnaires déserteurs, donc qui sont pour les DAS. Donc on regarde, ici nous avons, je ferai une vidéo rien que pour vous les énumérer et vous les expliquer. Ici la première, c'est professionnel. C'est-à-dire que cette unité est extrêmement bien entraînée et ils font rarement des erreurs au combat. Ce qui se traduit de la manière suivante, lorsqu'ils lancent les dés pour frapper ou pour mettre des dégâts, que ce soit dans des attaques à distance ou dans des combats au corps à corps, eh bien ils peuvent relancer une fois pour chaque dé qui est un 1. Donc imaginons que mes Romains ont les mêmes, hein, donc imaginons que mes Romains fassent ce genre de dés. Voilà, hop, n'importe quoi. Hein. Bon là normalement il devrait y en avoir 6. Voilà. Eh bien je peux relancer celui-ci une fois. Voilà, 4. Et celui-ci une fois. Voilà. Ça c'est la capacité spéciale qui est là. La capacité spéciale suivante, Javelot, donc la petite verte ici avec des flèches. Ce sont des lances courtes qui ont été lancées avant de s'engager dans un combat au corps à corps
c'est l'équivalent du pilum, hein, c'est le pilum romain ici. Les unités avec cette capacité peuvent bénéficier de l'événement lancer les javelots, qu'ils soient joués en attaque ou en défense. Donc il faut aller regarder l'événement spécial qui vous donne donc la marche à suivre et les bonus et malus qui en découlent. Enfin le dernier, le petit bouclier ici bleu, il s'agit du mur de bouclier. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite carte que je vous avais montrée qui est très très utile, où vous avez donc toutes les habilités qui sont répertoriées avec, à côté, les bonus et malus. Donc ici on regarde, mur de bouclier, ça vous donne un +1 en bouclier, et par contre, il y a ici donc le mouvement qui est impacté aussi. Pour l'exemple, on lance les dés, donc mon légionnaire va lancer ces 6 dés qui sont là. On va utiliser la tour, parce que sinon les dés vont voler partout. Voilà. On va le mettre dans le sens, ça fait moins d'ombre. Donc 6 dés. Donc il n'y a pas de 1, donc je ne peux pas relancer. N'oubliez pas, les 6, ce sont des touches automatiques. Donc 1, 2. Ensuite, je vais ajouter aux autres dés, eh bien, la première valeur, ici c'est un 3. Donc, et je dois dépasser la valeur de défense, ici la toute première, qui est un 4. Donc ça fait 3, allez, 3, 4, 5, je dépasse, donc celui-ci, je vais le garder. Donc 4, 5, 6, 7, je le garde. 3, 4, 5, 6, ça passe aussi. 3, 4, 5, ça passe aussi. De plus, comme l'unité ici qui est en défense a été enveloppée, il ne faut pas oublier de donner au défenseur un -1/-1 à ces valeurs. Donc en fait c'était du 3 et c'est ici non pas du 7 mais du 6. Donc voilà, donc une fois que j'ai déterminé mes jets qui sont passés, je vais maintenant faire les dégâts. On les lance, n'oubliez pas que nous allons ajouter donc notre valeur de dégâts qui est pour le romain un 3. Donc on les lance. Le 1 est un échec, mais n'oubliez pas que je suis professionnel, donc je vais pouvoir les relancer. Alors je sors les autres dés pour pas perdre leur valeur. Et je relance donc ces dés-là. Hein, puisque je peux, grâce à ce talent professionnel, cette habilité, je peux lancer une fois chaque dé qui est un 1. Donc je lance le premier. C'est un 5. Et le deuxième, c'est un 3. Eh bien, je pense qu'ils passent tous. Je dois dépasser le 7 qui est ici, mais n'oubliez pas, l'unité étant enveloppée, il y a un -1, donc il a 6. Donc les 6 passent automatiquement. 5 plus 3, ça passe. Alors celui-ci, donc plus 3, hein, donc 3, 4, 5, celui-ci ne passe pas. Celui-ci, donc 3, 4, 5, 6, ce n'est pas strictement supérieur au 6, donc il ne passe pas. Les 3 ne passent pas. Voilà, je lui inflige 3 blessures. Voilà le petit marqueur correspondant. À présent, cette unité va faire la même chose. Je vais lancer 6 dés. Et je vais voir ce que j'inflige donc aux Romains. 4, 5, 6. Alors, on reprend la procédure. La carte événement a déjà été jouée, hein, donc on ne rejoue pas une carte événement. Elle a été jouée en tout début. Donc, alors, hop, je fais un peu de travers. Voilà. Donc, je lance mes 6 dés. Il n'y a pas de 1. J'aurais pu les relancer s'il y en avait eu. Donc ici, les 6 passent automatiquement. Alors, n'oublions pas, hein, j'ai -1/-1 en défense seulement, pas en attaque. Donc en attaque, j'ai du 4. Donc 4, 5, 6. Ici, il faut un 5. C'est strictement supérieur, ça passe. Donc tous les autres passent aussi. Donc là, je vais infliger pas mal de dégâts, puisque tous mes dés sont strictement supérieurs à l'esquive, donc qui est la première valeur, qui est de 5.
Je prends tous mes dés et je les lance. Cette fois-ci, je dois dépasser le 7. Donc, je dois faire 8, 9, etc. Donc le 6 passe automatiquement. Le 1, je peux le relancer, je vais le faire. C'est un 6. Celui-là, je me souviens plus ce que c'était, donc on va dire que c'est un 5. Et voilà le reste. Donc on va calculer. On rajoute 4. Mais c'était un 3. Ici, il y a un 4, hein, la deuxième valeur. Donc on y va. Donc 4, 5, 6, 7. C'est égal, pas strictement supérieur, ça passe pas. Donc les 3 ne passeront pas. Par contre, tout ça, ça passe. Je lui inflige 4 blessures. Donc 3 et 1, 4. On va ensuite contrôler les blessures, contrôler les modificateurs de blessures et on va faire la vérification du moral. Donc n'oubliez pas, ici nous étions dans une configuration de corps à corps simultané, donc les dégâts ici infligés ne vont pas, non pas modifier les valeurs. Si nous avions été dans une configuration d'attaque prioritaire, là oui, d'accord, il y aurait eu des modificateurs contre les légionnaires d'As. On contrôle les blessures, donc ici j'ai 4 blessures, sachant que mon maximum est de 7, donc ça va, ça n'a pas dépassé, et ici 3 et maximum 7 aussi. Donc on va lancer les dés pour celui qui a subi le plus de blessures. À partir de maintenant, attention, les blessures ont des modificateurs. L'accumulation de blessures va affecter la capacité de l'unité. Chaque blessure diminue son moral de 1. De plus, pour 3 blessures, l'unité va subir une pénalité de -1 pour les lancers d'attaque au corps à corps ou à distance. Bien sûr, il existe une valeur d'attaque minimale qui sera toujours de 1, 1, 1, quel que soit le nombre de blessures infligées et quels que soient les autres modificateurs. On ne peut pas descendre en dessous de 1, 1 et /1. Donc, nous allons lancer le moral. Donc si les 2 unités ont survécu, l'unité qui a reçu le plus de blessures va passer un contrôle de morale, test de morale. Ce test, on lance donc le dé. Donc ici j'ai subi 4 blessures. Je vais donc enlever 4 à ma valeur de morale. Hop, je pousse parce qu'on ne voit pas. À ma valeur de morale ici qui est de 7. Donc 3. Avec ce dé, il faut que je fasse moins de 3. 4. La valeur de morale est ratée. L'unité est donc brisée. Cela entraîne une pénalité de -1 pour les attaques et de -1 pour le moral. Si une unité est brisée, donc imaginons qu'une autre attaque ait lieu, que j'échoue, et bien à ce moment-là je vais être en fuite. Prenons donc l'exemple de cette unité brisée, imaginons que je vienne à nouveau à être brisé, et bien à ce moment-là, enfin je viens à nouveau d'échouer lors d'un test de morale, je suis à ce moment-là en fuite, on met le petit marqueur, et mon unité va donc devoir fuir le combat. On enlève tout ce qui est enveloppant, et si l'unité vient à être bloquée, bien à ce moment-là, on n'enlève pas les marqueurs de section de l'ennemi, on enlève les siennes, et le combat au corps à corps va continuer, jusqu'à ce que l'unité en fuite puisse se déplacer. Alors si l'unité est débloquée dans ce même tour, après avoir résolu un autre combat par exemple, eh bien l'unité s'enfuit immédiatement. Pour fuir, eh bien, je peux utiliser mon plein mouvement, donc ici 2, donc je vais me tourner par exemple, je vais faire hop. N'oubliez pas que j'ai le droit de faire ça, et puis là, j'avance. Donc j'ai utilisé un mouvement, et j'avance donc d'une taille suivante. N'oubliez pas qu'il peut, s'il veut, venir m'attaquer. Bon, pour l'instant, on va pas faire ça. Donc voilà, il fait ça, imaginons. Bon, maintenant, prenons une unité qui a plus de pas. Imaginons qu'elle ait 4 pas. D'accord? Donc elle en a fait 4 unités de mouvement. Donc elle en a fait 1, 2. Imaginons qu'ici, il y a une unité amie. Eh bien, je veux fuir encore. Donc ça va faire 3, 4. Là, je vous montre ça, même s'ils en ont que 2. Je vous montre pour l'exemple, parce qu'en fait, cette unité, je viens de la traverser.
comme je suis, moi, brisé, j'ai le droit de la traverser, mais la conséquence, c'est que cette unité que je viens de traverser va subir mon état, elle est elle aussi brisée. Prenons un autre cas, je subis une blessure, eh bien je peux fuir volontairement. Je décide donc de, de m'enfuir, je place un marqueur en fuite et je fais donc les mêmes manœuvres pour pouvoir m'enfuir. Attention, balistes, onacres et scorpions sont considérés comme des armes de siège et d'artillerie et peuvent être utilisés en combat, certes, mais ils ne peuvent pas fuir et ils sont donc détruits. Très rapidement, quelques cas particuliers en fuite. Eh bien, imaginons cette unité est en fuite, vous venez l'attaquer, elle va se défendre bien sûr normalement. Bon, déjà, elle est attaquée par derrière, donc il y a des malus. Voilà, mais elle n'aura pas, elle aura une pénalité de -2 déjà, en plus de parce qu'elle est en fuite, en plus de la pénalité qui va venir par l'attaque arrière. Mais elle n'aura pas à faire un contrôle de morale puisqu'elle fuit déjà. Dans l'ordre que va décider le joueur actif, eh bien, on va effectuer les 2 actions suivantes pour chaque unité en fuite, activée ou non, qui n'a pas encore commencé à fuir ce même tour. Donc on effectue d'abord une vérification du moral pour voir si l'unité se rétablit, et en cas de défaillance, l'unité continue son mouvement de fuite vers l'arrière. Donc cette unité qui est en train de fuir, je veux l'empêcher de fuir, je vais prendre un dé et je vais le lancer, je vais faire une vérification de morale, donc ici 2. Très bien, alors elle est brisée, hein, n'oublions pas. Donc 2, son moral est rétabli. Elle n'est donc plus en fuite. Donc on enlève aussi celui-ci, hein, on a enlevé les deux, brisé et en fuite. Par contre, les blessures, elles, restent. Si je n'arrive pas à me rétablir, eh bien je suis toujours en fuite et j'utilise toujours mon plein mouvement pour fuir vers l'arrière, toujours vers mes lignes. Si je dois me tourner pour ce faire, eh bien je me tourne. Et voilà, je continue. Si jamais il y a un obstacle à ma fuite, eh bien les unités en fuite ne peuvent pas se déplacer à travers les unités ennemies, quel que soit leur statut. Les unités amies qui ont des formations spéciales, donc avec un marqueur bleu, hein, comme ceux-là, eh bien je ne peux pas non plus fuir à travers. Dans ce cas, l'unité en fuite va arrêter son mouvement de fuite avant d'entrer en contact. Il peut reprendre son mouvement dans la prochaine phase de fuite. Éventuellement se déplacer à travers l'unité amie si elle n'a pas bougé ou adopter une formation spéciale. Alors une unité est considérée comme se déplaçant à travers une autre, même s'il n'y a qu'un seul coin qui se chevauche. Donc imaginons que là j'ai... alors je prends n'importe quoi, hein, voilà. Eh bien si je viens... voilà, rien que chevaucher un coin, eh bien voilà, ici je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a ça. Donc même si je chevauche comme ça, cette unité est considérée comme brisée puisque je lui donne mon statut. Donc si je passe autour, pas de problème, mais même un petit coin, même en tournant comme ça, là, hop, eh bien, je vais lui donner mon statut de brisé. Alors si dans ma fuite, je viens à traverser quelqu'un qui est déjà brisé, ben, il ne va pas être rebrisé, hein, il n'y a rien, il ne se passe rien. D'accord? Ça n'a aucune conséquence. Il y a une unité qui est assez intéressante lorsqu'elle fuit, eh bien, ce sont les éléphants. Ils sont totalement incontrôlables. Alors le mouvement de fuite au début est le même, hein, il peut tourner, et ensuite il se déplace plein mouvement tout droit. Donc qu'il y ait un ami ou un ennemi, c'est pareil, il va être piétiné sur le chemin des éléphants, rien ne résiste. Ils ne vont pas dévier de leur route et ils vont piétiner toutes les unités qu'ils traversent, qu'ils soient de leur armée ou de leur formation, peu importe. Donc pour ce faire, l'éléphant doit se déplacer complètement dans l'unité. Donc hop. Donc imaginons, 1, 2, voilà, hop, je suis complètement dans l'unité, cette unité va être totalement piétinée. Si je n'ai pas assez, si j'arrive là, l'unité n'est pas piétinée. Et il doit arrêter son mouvement avant d'entrer en contact. Voilà. Si cette unité doit fuir, donc voilà, donc elle doit fuir, et bien elle le fait aussitôt après, donc imaginons l'éléphant est passé, elle doit le faire aussitôt après le passage de l'éléphant, et donc elle commence à faire donc son mouvement, donc là je ferai 1 par exemple, puisque je dois me retirer, 1, ben, je vais faire 2 pour pouvoir me décaler, parce que je ne vais pas aller là-bas, et j'arrête là. La fois d'après, hop, hop, si
Si j'arrive pas à récupérer, je vais avancer. Évidemment, si j'étais opérationnel après le passage, piétiner, eh bien je suis brisé. Et si je suis déjà brisé, eh bien il ne se passe rien. Dernière particularité de ces éléphants qui sont en fuite. Donc voilà, imaginons que j'ai 4 blessures, je suis brisé, donc ça fait -1, -1. J'ai mes 4 blessures, donc ça va faire du -4. Enfin bon, bref. Je dois lancer le dé. Imaginons que je dois absolument faire 3. Je dis n'importe quoi, hein, peu importe les modificateurs, c'est juste pour vous montrer un exemple. Je dois faire 3. Alors si je fais 5, eh bien ça passe pas. Si je fais 2, mon éléphant récupère. Mais si je fais 3, que je devais faire 3 et que je fais 3, donc pile, eh bien à ce moment-là, les conducteurs des éléphants, afin d'éviter d'autres dégâts, vont tuer l'éléphant et l'unité est éliminée. D'engager des éléphants, eh bien je peux décider de le faire, hein. Imaginons que l'unité me piétine, voilà, hop, m'arrive en plein dedans. Eh bien je décide d'engager le combat contre cette unité. On résout le combat et puis voilà, après on applique, enfin je pense que les légionnaires décideront de laisser passer plutôt que d'attaquer.